Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir pour cette quatrième émission Famille en vrac. Alors pour ceux qui nous écoutent, je suis désolée, vous allez peut-être avoir des petits contretemps et des décalages entre la vidéo et le son. En tout cas, juste pour moi, j'espère que ce sera confortable pour vous. Nous allons parler d'expertise collaborative, qui est une expérience belge. Et pour en parler, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Marie-France Carlier, qui est juge de la famille et de la jeunesse au tribunal judiciaire de Namur, c'est ça? La division de Dinan. De la division de Dinan, voilà, à rajouter, parce que c'est un point que je n'avais pas rajouté. J'ai également avec moi, donc merci Marie-France d'être avec nous. J'ai avec moi également Véronique Schilkens-Javot, qui est avocate et experte. C'est comme ça qu'on peut te présenter, Véronique, en Belgique, puisque c'est toi qui conduis les expertises en ta qualité de médiatrice et d'accompagnatrice. Alors du coup, je sais pas est-ce qu'on peut te nommer expert? Je ne sais pas, on verra. Alors, je n'ai pas le titre d'expert, mais j'interviens en qualité d'expert avec mon titre de médiateur. Oui. Donc, merci Véronique d'être là, qui est avocate et médiatrice donc, au barreau de Dinan, en Belgique. Et Charlotte Glorieux, bonjour Charlotte, Bonjour. que j'ai le plaisir d'accueillir et que je vais découvrir avec vous aujourd'hui parce que je n'ai pas eu l'occasion encore d'échanger avec toi Charlotte, qui est avocate également au barreau de Dinan en Belgique. Donc, merci à toutes les trois. Je suis ravie de parler de cette innovation qui a été créée en Belgique, quelle expertise collaborative. Comme d'habitude, nous allons dérouler notre exposé sur 1h30. Vous allez pouvoir, bien entendu, poser des questions. Je vous ai prévu un petit cadeau qui est un flyer de présentation d'expertise collaborative. On vous le partagera plutôt après l'émission, à la différence des autres émissions, puisque nous avons encore des points d'accordement sur le contenu du flyer, puisque bon, moi je suis pas forcément à l'aise avec cet outil et cette innovation judiciaire. Et j'avais besoin encore d'échanger avec les experts pour pouvoir être au plus juste dans la présentation de cette expertise. Donc en 3 temps, le premier, s'interroger et exposer ce qu'est l'expertise collaborative. Donc c'est un sujet qui est à la fois sensible et quand même fondamental, puisque la question qu'on se pose, c'est comment savoir protéger le lien entre l'enfant et les parents lorsque le conflit prend toute sa place. Vous retrouverez un article que j'ai rédigé en début de semaine. Le titre, c'est Rendre visible l'invisible. Je crois que ça parle un peu à tous les auxiliaires de justice, tous les avocats qui travaillent en matière familiale et qui se trouvent aux prises avec le conflit parental. Souvent, on se retrouve dans des affaires où on manque de preuves, où la parole s'affronte, les silences se crient. Donc, face à cela, on a certains outils qui sont partagés en France comme en Belgique, l'enquête sociale et puis l'expertise médico-psychologique dont on ne parlera pas, mais je vous laisserai regarder cet article-là. Et comprendre les limites de ces outils-là et voir et explorer comment vous, en Belgique, vous avez pu innover avec cette expertise collaborative qui va un peu plus loin. Donc, je suis ravie de pouvoir évoquer ces points-là avec vous. Et puis, on va rentrer, et je vais me taire, et je vais vous laisser la parole. Peut-être, Marie-France, on va commencer par toi, si tu me permets. Que tu puisses un peu parler de l'historique, c'est comment est née cette expertise collaborative. Est-ce que tu peux partager un peu des choses sur ce sujet? Donc, l'expertise collaborative est née justement de la collaboration entre une magistrate de la Cour d'appel de Bruxelles à l'époque, Myriam de Hemtine, et Benoît van Dieren, qui est un expert qui était désigné dans un dossier de rupture de lien. C'était début de l'année 2010. Et c'est vrai qu'à l'époque, cette expertise n'existait pas.
Et on se rendait compte que les expertises psychologiques ou diagnostiques étaient des expertises très stigmatisantes qui ne faisaient que photographier la situation à un moment donné, mais pendant toute la durée de l'expertise, le lien entre le parent séparé de son enfant et l'enfant ne bougeait pas, c'est-à-dire que en fait, l'expertise faisait en sorte que la rupture de lien devenait encore plus longue. Si l'expertise prenait 6 mois, par exemple, eh bien, pendant 6 mois, on ne travaillait pas le lien. On était en train de se défendre, d'essayer de prouver qu'on était le meilleur parent, mais en attendant, même en étant le meilleur parent, on ne présentait pas l'enfant. Et donc, ce qu'a voulu cette équipe de magistrats et d'experts, c'était vraiment de se dire, il nous faut un outil qui est efficace, qui agit rapidement et qui est dynamique, c'est-à-dire que cette expertise est vraiment dynamique. On ne fiche pas et on ne stigmatise pas, parce que comment voulez-vous travailler avec des parents qui sont stigmatisés? Parce qu'effectivement, dans les anciennes expertises, on décrit effectivement le caractère de l'un, le caractère de l'autre, la personnalité, etc. Mais naturellement, on n'accepte pas toujours ce qu'on est. Et finalement, ça bloquait. Les blocages étaient encore plus importants après l'expertise qu'avant l'expertise. Donc, on s'est rendu compte que cette expertise, l'idée de la magistrate, c'était de se dire, peu importe la faute, d'où vient la cause de la rupture de lien, on ne stigmatise pas, on dit, on constate à l'audience d'introduction qu'il y a une rupture de lien ou qu'il y a un risque de rupture de lien. À ce moment-là, on ne cherche pas de savoir, on dit aux parents, ben, vous pensez bien que ce n'est pas normal qu'un enfant soit séparé d'un de ses parents ou privé d'un de ses parents, et on leur propose cet outil-là de travailler les difficultés relationnelles peut-être entre un parent et son enfant. Alors ces difficultés, au départ, on ne les nomme pas. On ne va pas stigmatiser un parent en disant « oui, madame est manipulatrice, elle a trouvé un nouveau compagnon et donc elle ne veut plus du père parce qu'elle veut un nouveau père pour son enfant. » Enfin, voilà. Donc, effectivement, l'idée de ne pas montrer du doigt ou essayer de rechercher la faute est vraiment important chez nous. C'est un outil qui permet d'être efficace et vu l'âge des enfants, enfin, en fonction de la collaboration des parents et de la mise en route, je dirais, de cette expertise, on a des très très bons résultats dans cette expertise. Donc, moi, ce que j'ai compris dans les lectures que j'ai pu avoir, c'est qu'en 2010-2011, voilà, il y a eu toutes ces réflexions en effet sur la stigmatisation et les effets néfastes de devoir exposer quelles sont les causes du conflit en faisant des photographies, comme tu le disais, Marie-France, et qu'il y avait des protocoles, du coup, qui avaient été un protocole qui avait été, comment dire, mis en place, étudié, et voilà, ça s'est mis en place de manière expérimentale, je crois, dans un premier temps, parce que vous n'avez pas de cadre, il n'y a pas de cadre légal en soi, c'est-à-dire que je crois qu'il y avait une députée à un moment donné qui s'est posé la question si qui avait voulu mettre en place la guidance parentale sous mandat judiciaire et la faire voter dans un cadre légal. Mais vraiment, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que c'est pour ça que je parlais d'innovation, c'est-à-dire qu'on est parti d'un constat là, en Belgique, des limites de l'expertise médico-psychologique notamment, et de la nécessité peut-être de travailler différemment, et avec une réflexion pluridisciplinaire, donc un magistrat, je crois qu'il y a un professeur également qui a travaillé sur ce sujet-là. Non, il n'a pas travaillé sur ce sujet-là, il a légalisé quelque peu. En fait, l'expertise, elle est réglementée dans notre code judiciaire. Et donc, en fait, c'est une expertise spécifique, effectivement. Il y a plus qu'un rapport préliminaire et un rapport définitif comme dans les expertises habituelles. Il y a en plus des rapports intermédiaires
mais elle est rentrée on l'a entrée dans un cadre légal. Mais dans ce cadre-là, il n'y a pas un article du Code judiciaire qui parle de l'expertise collaborative. Mais toute la procédure qui est prévue dans le Code judiciaire est respectée. C'est-à-dire que vous aviez un cadre judiciaire, l'expertise, et dans ce cadre judiciaire, vous avez agencé la mission, en fait, si on peut le présenter comme ça, si j'ai bien compris la situation, c'est que vous avez agencé la mission de l'expert de telle sorte que cela puisse répondre à un objectif, cet objectif étant la construction d'une coparentalité fonctionnelle dans un conflit où il y avait un risque de rupture de lien. Est-ce que j'ai bien analysé et compris la situation? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la mission qu'on retrouve dans les jugements est celle qui, au départ, a été rédigée par Madame de Hemtin et qui est très complète et qui respecte effectivement la procédure du Code judiciaire en matière d'expertise. Et donc, en fait, effectivement, on aurait pu… Elle est très proche, effectivement, l'expertise de la guidance parentale, c'est assez proche. Mais grâce à l'expertise, on a des rapports et c'est ça qui est intéressant pour le juge. C'est ça qui est intéressant. D'abord, elle n'est pas confidentielle et il y a des rapports. Dans une guidance parentale, il n'y a pas vraiment des rapports. En fait. Et d'ailleurs, nous n'avons pas dans le Code judiciaire, la guidance parentale n'est pas prévue dans le Code judiciaire. Oui, exactement. J'évoquais ce point-là, c'est que j'ai fait après quelques recherches, savoir si vous étiez allé plus loin sur cette guidance parentale, pour inscrire dans le code la guidance parentale sous mandat judiciaire, ce n'est pas le cas. Et je vous montrerai pour les participants un exemple de mission et d'ordonnance qui est rendue et qui a été celle qui a été rédigée par Madame. Alors, voilà, Hemtin, j'allais forcément accrocher. Merci beaucoup Marie-France de m'avoir récupéré. Donc de Madame Hemtin, je vous montrerai l'exemple de mission. Vous verrez, c'est exactement celle pour les avocats, hein, c'est exactement celle qu'on pourrait voir dans le cadre d'une expertise, mais les missions sont particulières avec des rapports intermédiaires. Donc voilà l'historique, voilà comment est née l'expertise collaborative. Donc c'est une pure innovation d'une pensée qui est liée à un constat de limite des outils qui étaient déjà présents et qui a été du coup étoffé pour répondre à un besoin qui est d'interagir et d'intervenir de manière positive pour construire une autre dynamique dans un conflit parental où il y a un risque de rupture de lien. Est-ce que du coup tu commençais un peu à exposer les points, enfin les cas dans lesquels l'expertise collaborative peut être alors ordonnée n'est pas le mot adapté, mais peut être mise en œuvre. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Dans quel contexte on peut la mener? Alors je vais peut-être demander à Charlotte parce que Charlotte, en tant qu'avocat, quand tu reçois un client ou une situation et que tu vois éventuellement qu'il y a un risque, comment toi, tu peux apprécier cela et comment toi, tu peux du coup amener ta cliente ou ton client à être à faire ce choix-là ou que tu peux le proposer au magistrat. Est-ce que tu peux dire les cas, le contexte qui te semblerait… Les cas sont variables, mais en réalité, comment ça se passe? C'est lorsque je reçois le client ou la cliente en rendez-vous, en entretien, c'est un moment qui est en fait essentiel parce qu'on ne se rend pas compte comment un entretien est riche et c'est à ce moment-là qu'on recueille toute une série d'éléments, d'informations très très utiles pour nous avocats, puisqu'à ce moment-là, moi je filtre les infos. Je mets en évidence ce qui fonctionne bien dans le couple de parents séparés et au contraire, ce qui vient bloquer, ce qui vient compromettre la relation d'un parent avec son enfant. Et très vite, à ce moment-là, je me permets avec le client d'objectiver la difficulté qui se présente. Alors là, les difficultés, elles sont multiples parce que, en général,
on a soit une communication qui est rompue ou qui est présente mais qui est extrêmement conflictuelle, ou alors on a des craintes qui sont liées encore à une consommation, une éventuelle consommation de stupéfiants ou de boissons alcoolisées, ou encore l'autre parent est caractérisé comme étant manipulateur ou aliénant, etc. Et je me permets de, alors, à ce moment-là, dire au client que, en fait, ma mission va au-delà d'appliquer simplement, je dirais, des règles de droit, mais va vers une recherche d'une autre solution. Et c'est à ce moment-là que je lui dis clairement que je dispose en fait d'une boîte à outils autre que mon code et que je lui dis, ben voilà, moi dans ce cas-là, je pencherai clairement vers l'expertise de collaboration parentale ou l'expertise collaborative. J'emploie en fait en réalité les deux termes. Et voilà, c'est en général à ce moment-là que je me permets de soumettre en tout cas cette possibilité-là. Mais on est souvent, quand j'y pense en tout cas, on est déjà quand même dans des situations à haut conflit. Donc c'est clair qu'on est déjà loin. Soit le lien est encore présent entre le parent et l'enfant, soit le lien, malheureusement, ben, il est rompu et on va espérer le recréer par le biais de l'expertise collaborative. C'est intéressant, Charlotte, parce que ce que tu dis, c'est que je laisse un peu de côté mon code et je vais explorer et faire d'autres propositions aux clients. C'est intéressant parce que ça veut dire que tu t'autorises, et peut-être que certains avocats ne s'autorisent pas à le faire, mais tu t'autorises quand même à dépister comme pourrait le faire un coach coparental si on veut rentrer dans des... tu vois, c'est être... aller observer comment fonctionne la relation, en fait. Du coup, ça me fait penser à des compétences en systémie, des compétences en parentalité. Donc, ça veut dire, Charlotte, que tu es déjà outillée pour pouvoir dépister parce qu'on parle de risque quand même. Certes, tout à fait. Oui, en fait, je pense que le droit évolue, mais la mission de l'avocat évolue aussi en réalité. Et moi, j'ai commencé le barreau en 2013, fin de l'année 2013. Finalement, au moment où justement on commençait à parler, mais je dis vraiment on commençait en tout cas à parler de l'expertise collaborative, la médiation familiale. Et donc, c'est posé la question vraiment de savoir quel était le rôle d'un avocat en droit familial aujourd'hui, en fait. Et donc, je ne peux plus me dire, ben, en fait, je vais appliquer simplement les règles de droit, je vais plaider, je vais attendre un jugement. C'est joli, mais ça ne répond pas aux besoins des clients. Et donc, inévitablement, à côté, ben, je me suis ouvert à d'autres disciplines. Je ne sais pas, moi je dis outils, mais peu importe. Voilà. Et clairement, c'est pour ça que je me permets très rapidement, assez vite, si ce n'est pas la première consultation, ça sera lors de la deuxième consultation, à avoir objectivé les craintes, les difficultés et dire au client, bah, on peut alors se tourner vers cet outil-là. Et c'est pour ça que finalement, je trouve que c'est l'avocat qui agit en amont et qui envoie une impulsion dans le dossier vers l'expertise. Oui, parce que c'est nous qui sommes en face, enfin qui ont comment dire, c'est nous qui voyons les personnes en premier. Bien sûr. Mais parfois. Et après, bon. C'est nous qui les accueillons, nous sommes au fait, alors c'est en fonction de leur dire, de leur discours et de leur histoire, mais bon, après, avec des compétences comme tu les as évoquées, quand tu vas chercher dans d'autres disciplines, tu arrives quand même à décrypter un certain nombre, comment fonctionne la relation et les difficultés qui font que les orientations sont plus simples, en fait, pour amener à ce qu'on soit dans la co-construction. Donc, merci Charlotte pour ce partage parce que Marie-France, je pense que quand toi, tu as des personnes qui viennent après vers toi, qui sont en audience, première audience, pour toi, c'est compliqué de pouvoir observer le risque de lien ou pas le risque de lien. Donc, le fait que l'avocat puisse être force d'impulsion, ça peut être très aidant pour toi. Mais peut-être que toi, tu as déjà forgé ton propre avis ou tu te forges ton propre avis en audience.
Bien sûr, je me forge mon propre avis parce qu'il y a des avocats qui ne viennent pas de Dinan et qui ne connaissent pas l'outil. Il faut savoir, et ça j'ai oublié de l'ajouter, c'est que effectivement au départ, cette expertise a été créée à Bruxelles, à la Cour d'appel de Bruxelles, mais qu'elle s'est développée à Dinan en tout premier lieu parce que Benoît Van Dieren était un ami et il a trouvé un terrain fertile puisque à Dinan, on avait déjà mis en place le modèle de consensus parental. Or, ce sont les mêmes ingrédients qui existent dans l'expertise collaborative, à savoir l'interdisciplinarité. Parce que cette expertise requiert une articulation professionnelle entre le juge, les avocats et l'expert. Et au départ, effectivement, les avocats ne connaissaient pas l'outil. Mais moi, comme je le connaissais et que j'avais pris connaissance effectivement de la première expérience de Benoît Van Dieren, je lui avais demandé est-ce que je peux te désigner si j'ai encore un cas de risque de lien ou de risque de rupture de lien, pardon. Et effectivement, il a accepté de travailler pour Dinan. Et donc, quand Charlotte a commencé en 2013, je pense qu'elle a peut-être déjà entendu parler de Benoît Van Dieren parce qu'il a travaillé essentiellement dans un premier temps pour Dinan. Parce qu'à la Cour d'appel de Bruxelles, vous voyez, ils sont un peu plus légalistes que nous, à Dinan, et ils se posaient les questions qu'il ne fallait pas se poser, puisque le professeur d'université de l'UCL, qui a publié tout le texte sur la revue, dans la revue, a vraiment dit que c'était même une obligation des États de développer des outils pour que les enfants ne soient pas privés sur base de l'article 8 notamment. Et donc, voilà. Oui, il y avait une mise en responsabilisation des États, en fait. Responsabilisation des États parce que les juges aux affaires familiales ne disposent pratiquement pas d'outils. En France, je sais que vous ne disposez pas d'outils. Tout doucement, vous avez la coordination parentale qui se développe, mais c'est encore très peu étendu. On est dans les balbutiements et puis ça crée des tensions sur ce que doit être l'office du juge. Il y a beaucoup de réflexions aussi autour de ça, l'interdisciplinarité. On est vraiment dans les balbutiements là aujourd'hui en France. Tandis que nous, on ne s'est pas posé cette question-là, comme on avait déjà mis en route le modèle de consensus parental. Franchement, c'était comme une évidence. Ça s'est développé et les avocats d'une autre juridiction, d'un autre barreau qui venait, on leur proposait et puis ils ont dit oh bah c'est bien, on va le proposer aussi à nos juges, et ça s'est développé comme ça dans d'autres juridictions, mais elle s'est développée principalement à Dinan grâce à l'interdisciplinarité dans laquelle on travaillait déjà et parce que ça donnait des très bons résultats. Elle a donné énormément. J'ai vraiment eu des cas d'école tout au début, incroyables. Et quand j'ai vu les résultats auxquels on est arrivé, moi j'étais tout à fait séduite. Et donc ça continue. Je dois dire qu'on peut remercier cet expert et cette magistrate qui a voulu innover et qui a trouvé un outil extraordinaire. Et je pense que la France va s'en emparer, j'en suis certaine. Peut-être pas à court terme, mais je suis sûre et certaine que tu seras peut-être, toi, l'innovatrice, puisque tu es la première à lancer. Écoute, déjà, on en parle, on verra. Mais oui, c'est sûr que je te rejoins. Pour connaître bien le modèle de coordination parentale, je vois que ça va être beaucoup plus compliqué dans le développement, alors qu'avec les outils de procédure que l'on a, l'expertise sera beaucoup plus simple pour les magistrats. Après, ça va être de trouver les gens qualifiés et les compétences pour pouvoir conduire une expertise. Et ça, c'est un autre sujet. Mais si je rebondis sur ce que tu disais, Marie-France, quels sont les tribunaux où l'expertise collaborative en Belgique est développée? Tu sais ou pas? Maintenant, cet outil-là s'est développé dans toute la Wallonie, dans toutes les juridictions wallonnes, et même en Flandre, parce que j'ai connaissance en Flandre et je me suis renseignée. Il y a peut-être une ou deux juridictions qui ne la connaissent pas en Flandre, parce que voilà. Mais de ce que j'ai appris, effectivement, ça a été traduit. Et Madame de Hemtim, qui est bilingue, a fait des conférences là-dessus, je pense, en Flandre.
Et donc, on a formé, parce qu'il faut savoir qu'à l'Institut de formation judiciaire, Madame de Hemtin a formé les magistrats sur l'expertise, et puis j'ai pris le relais. Avec Véronique, d'ailleurs, on est allé former des magistrats sur l'expertise collaborative. Oui. Comme le modèle de consensus, tu as pris ton bâton de pèlerin et puis tu es venu former pour l'expertise. Il n'y a pas autant de formation, mais effectivement, c'est important que tous les magistrats puissent être au courant que cet outil existe, les jeunes magistrats. Et comme ça, ils demandent, alors on leur donne des modèles et on leur explique dans quel cas on l'applique. Et je pense que grâce à ça aussi, ils ont pu le développer partout. Il y en avait un peu moins sur Bruxelles, je ne sais pas pourquoi, mais sinon, dans les autres juridictions, c'était fort connu. Et les jeunes avocats, maintenant, connaissent aussi l'outil. C'est rentré dans la culture. Je crois que c'est de rentrer dans la culture, et c'est bien, parce que sinon, avant, j'étais obligée d'exposer aux parties, leur proposer. Et maintenant, les avocats font le travail en amont, comme Charlotte le fait. Et donc, elle en parle aussi à sa consoeur ou son confrère. Et donc, avant d'entrer à l'audience, parfois, ils arrivent et disent, voilà, on s'est mis d'accord pour mettre en route une expertise collaborative, parce qu'il y a ce souci-là, et qu'on est inquiets toutes les deux, voilà, de la manière dont ça se passe en famille. Et donc, de plus en plus, effectivement, les avocats le demandent eux-mêmes. Combien de décisions tu saurais à peu près? C'est vrai que je n'étais pas dans notre préparation, ce n'était pas prévu que je te pose cette question-là. J'espère pas te mettre en difficulté, mais à peu près, tu sais combien de décisions tu peux ordonner de désignation d'expertise collaborative par an? Non, là, je ne saurais pas. Ouais, je ne veux pas te piéger. Il y en a quand même beaucoup. Beaucoup. Il y en a quand même. Je pense que les avocats sont contents parce qu'ils ont un rapport. Quand j'envoie en médiation, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe en médiation. Et il est aussi, bon, l'avantage, effectivement, de l'expertise, c'est d'avoir un rapport et de voir s'il y a une collaboration de façade ou pas. Dans la médiation, s'il y a une des parties qui demande d'aller en médiation et qui ne travaille pas, le juge ne saura pas quel est le parent qui ne s'y met pas ou qui ne travaille pas, tandis que grâce à l'expertise, on saura quel est le parent qui fait semblant d'accepter et qui après ne collabore pas avec l'expert. Donc, je suis triste qu'on me demande moins de médiation, parce que je suis vraiment… j'ai développé beaucoup la médiation à Dinan, mais je peux comprendre les avocats qui préfèrent avoir cet outil-là, parce qu'après une médiation, ils ne savent pas comment travailler avec leurs clients. Alors, peut-être que ce serait bien de pouvoir dire ce que c'est l'expertise collaborative et à quoi l'objectif, parce qu'on l'a un peu exposé sans vraiment le dire, parce que je rebondis sur un terme que tu as utilisé, Marie-France, c'est la mise au travail de la collaboration et de la coopération par les parents, en fait. C'est ça qu'il faut peut-être aussi vraiment mettre en avant, et tout l'intérêt de l'expertise collaborative, c'est ça. En tout cas, pour nous, professionnels, c'est de pouvoir avoir un cadre dans lequel les parents s'inscrivent pour pas être dans la collaboration de façade, qui peut, parce que la médiation peut aussi trouver ses limites, et en fonction de la force du conflit ou du niveau de difficulté qui peut aussi exister, eh bien là, les parents, ils doivent faire leur preuve. C'est pour ça que cette députée parlait de guidance parentale sous mandat judiciaire. C'est vraiment ça, en fait. On met au travail les parents à être parents ensemble. C'est ça, c'est ce que j'ai compris. Oui, on travaille bien entendu la coparentalité, parce que quand il y a une rupture de lien, l'idée n'est pas qu'on passe d'un parent à l'autre. L'idée est que l'enfant puisse grandir au contact de ses deux parents. Donc, il faut vraiment que les parents comprennent qu'ils doivent effectivement communiquer un minimum. Donc, on développe, comme dans la médiation, en fait, la coparentalité. C'est ce qui est assez semblable avec la médiation, c'est qu'on travaille la coparentalité. Et maintenant, ce qui est un peu semblable aux médiations avec introduction des enfants, avant, on n'avait pas la médiation avec introduction des enfants, mais maintenant, on peut travailler aussi le lien lorsqu'on introduit les enfants dans la médiation. Donc, cet outil, maintenant, est assez proche, et c'est pour ça que
Véronique, avec ses outils de médiatrice, fait un très bon expert, en fait. Parce qu'on doit, bien entendu, avec ses parents qui sont au départ un peu bloqués, ou qui n'ont pas envie de faire plaisir à l'autre parent, ou qui ont encore de la rancœur, et ce sont les enfants qui sont pris en otage, en fait, de la rancœur qui existe encore. Donc, on travaille vraiment sur beaucoup de choses en même temps, mais ça, je laisserai à Véronique le soin d'expliquer comment elle travaille. Oui. Mais voilà. Et nous, on a la chance, c'est que on remet pour voir si justement la collaboration le travail se met en route et que les parents travaillent réellement. Et en général, on met des dates relais pour vérifier si ça fonctionne bien ou si effectivement on peut déjà élargir. Peut-être qu'on a prévu des modalités minimales de contact avec un des parents parce qu'effectivement il y a un refus ou un rejet. Et donc, on peut les élargir au fur et à mesure de l'expertise aussi. Donc, il y a tout un travail qui se fait et l'expert peut, lui, faire appel à nous. Dans le passé, Benoît le faisait pour un recadrage. Et j'ai déjà eu des experts à l'audience pour un recadrage. Bon, il y en a de moins en moins parce que je pense que maintenant, voilà, les avocats font vraiment bien leur travail. Enfin, je parle en tout cas de ceux de l'IDAN, mais de plus en plus, les avocats familialistes sont spécialisés et voient l'intérêt de l'enfant en premier lieu. En premier lieu. Oui. En sachant que, parce que c'est aussi peut-être une différence par rapport à la France, et je me suis posé la question en préparant cette émission, de l'impact que peut avoir aussi dans votre pays, si j'ai bien compris, la résidence alternée, c'est le principe. C'est-à-dire que vous avez il n'y a pas de discussion autour de résidence principale chez la mère ou chez le père. C'est résidence alternée qui est le principe fixé dans votre code. C'est pas automatique, hein. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Non, pas du tout. Si un des parents le demande, s'il y a une autorité parentale conjointe, on va l'examiner en premier lieu. Mais on peut, si l'autre partie développe des contre-indications, on peut la refuser en disant que pour le moment, pour tel motif, il y a des contre-indications à la mise en place de l'hébergement alterné égalitaire. Mais c'est vrai que si on le sollicite, on doit l'examiner prioritairement. Prioritairement, oui. Donc c'est une nuance quand même qui est importante. Mais ce n'est pas automatique et je pense. Je reviens un peu en France parce que je lis beaucoup de choses sur LinkedIn et je trouve dommage qu'il y ait tellement de résistance par rapport à la résidence alternée. Et ça, je ne sais pas pourquoi. C'est pas automatique et même dans les lois qui sont proposées, elles ne sont pas automatiques. Le juge fait son travail. Simplement, je pense que c'est bien de savoir qu'on examine parce que quand une des parties le demande, c'est normal qu'on examine prioritairement ce modèle-là qui, pour l'enfant, c'est l'idéal de profiter autant de son père que de sa mère. Sauf dans des circonstances, s'il y a des contre-indications, et bon, je ne vais pas les énumérer ici, mais elles ne sont pas énumérées dans le code judiciaire, elles ne sont pas énumérées c'est nous enfin dans le code civil, mais c'est nous qui devons effectivement examiner les situations au cas par cas. C'est intéressant parce qu'en effet, on a tout un débat autour de ça en France sur la question des modalités du rythme parental partagé, l'inscrire comme ça, comme principe dans la loi. Mais quand on lit les textes, on voit aussi qu'en France, on est sur quand même enfin, c'est le respect de la Convention aussi internationale des droits de l'enfant, que de faire en sorte que l'enfant, malgré la séparation, ait des rapports et des liens avec ses deux parents. Le texte dit la même chose et évoque le fait que la résidence alternée, s'il y en a un qui le demande, on l'examine et on la met en place prioritairement, on l'examine. C'est ce que doit faire le juge. Donc, c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal à comprendre ces débats-là qui existent. Voilà, je suis un peu comme toi, sur LinkedIn, je vois passer plein de choses. Mais tu vois, j'avais compris qu'en Belgique, c'était beaucoup plus appuyé. Donc, il y a quand même aussi cette nuance-là qui est de dire, s'il y a des contre-indications. Et je suppose que
l'expertise collaborative peut être aussi un appui pour un magistrat pour dire c'est à contre-indiquer, il y a une contre-indication ou pas. Oui, on peut, dans le cadre de l'expertise collaborative, on peut moduler autrement que le juge ne l'aurait fait, ou proposer, ou faire des propositions. D'ailleurs, quand il y a un accord à l'expertise collaborative, ce n'est pas nécessairement un hébergement égalitaire, mais il faut que, effectivement, l'intérêt de l'enfant soit respecté et que, effectivement, les parties. L'enfant est entendu dans le cadre de l'expertise collaborative. Oui, on va le dérouler. Mais il y a un point aussi, c'est qu'il y a quand même une adhésion, qu'on n'a pas dit dans le déroulé, il y a quand même une mission qui est fixée, mais il y a une adhésion des parents. S'il n'y a pas d'adhésion des parents, il n'y a pas de mission fixée. Impossible. Impossible, puisque la base de cette expertise, c'est la collaboration parentale. Si les parents ne sont pas d'accord, d'où la question du juge, la question principale, vous êtes certain que vous voulez travailler, vous mettre au travail, parce que vous voulez collaborer avec l'expert. S'ils sont tous les deux d'accord, on va homologuer l'accord des parents pour aller en expertise. Et c'est ça qui est bien, on part là-dessus. Et après, il y a la collaboration de tous les professionnels qui est importante également, parce qu'on se connaît et c'est facile. Et donc, on discute aussi avec les avocats de savoir, tiens, quel expert souhaitez-vous dans cette expertise. Et voilà, c'est eux qui font un choix, sauf s'ils viennent dans un autre arrondissement, ça leur arrive de dire, nous, on ne connaît pas les experts sur Dinan ou sur Namur. Donc, mais sinon, en général, ce sont les avocats qui aussi proposent leurs experts. Alors, on va rentrer dans. Merci pour avoir planté un peu ce décor sur l'histoire, on voit tout l'intérêt de l'impulsion de l'avocat et de l'accompagnement de l'avocat, en fait, à présenter ce travail et aider les parents à comprendre l'intérêt pour eux de se mettre au travail dans le cadre d'une expertise collaborative aidée par un tiers. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a eu l'accord des parents. On a eu d'abord l'impulsion des avocats. On a eu l'accord des parents. Et on a eu un expert désigné, Véronique. Quand tu es désignée, c'est quoi ton rôle? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors je voudrais déjà faire une petite mise au point sur le fait que pour moi, en expertise collaborative, l'expert n'a d'expert que le nom, en fait. Parce que moi, je ne suis expert de rien. Je suis juste garant d'un processus et je suis là pour donner aux parents l'envie de collaborer et qu'ils prennent conscience que l'intérêt de leur enfant passe par une nécessaire communication entre eux. Et donc, l'expertise collaborative, on est plutôt dans un mélange de gestion de conflit et d'accompagnement à la coparentalité. Mais donc, c'est les parents qui connaissent leur situation. Moi, je ne connais rien et je ne suis personne pour dire qu'il faut faire ça, ça ou ça. Je suis juste là pour faire en sorte qu'ils puissent trouver un terrain d'entente de manière à mettre en place, j'ai bien aimé l'expression que tu as utilisée tout à l'heure, une coparentalité fonctionnelle, parce qu'on est vraiment là-dedans en fait. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que quand il n'y a pas de coparentalité ou qu'il y a un conflit très très important entre les parents, à un moment donné, l'enfant, pour se protéger lui-même psychiquement, n'a pas d'autre solution que de faire un choix entre papa ou maman. Et donc, l'idée, c'est d'éviter d'en arriver à cette extrémité-là, de montrer à l'enfant que papa et maman peuvent collaborer et qu'il n'a pas, du coup, ce choix à faire. Alors, parfois, il a fait ce choix et on doit essayer de rétropédaler pour parvenir à remettre en place un terrain apaisé. Mais l'objectif, quand même, c'est d'arriver à intervenir
avant qu'il y ait cette rupture de lien, quand on se rend compte que le conflit parental s'envenime et que ce qui a été mis en place jusqu'à présent ne fonctionne pas. Donc, j'ai rarement des expertises avec des séparations récentes. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marie-France, mais on est souvent dans des situations qui s'ankylosent et où on se dit, tout ce qu'on a mis en place jusqu'à présent ne fonctionne pas, il faut passer à l'étape supérieure. Oui, c'est important que tu le rappelles, Véronique, c'est qu'il y a l'accompagnement, mais il y a aussi la gestion du conflit, en fait. Et comme le disait Charlotte en introduction, on est en situation de haut conflit, et parfois de très haut conflit. Ça veut dire que ça s'est ankylosé et ça veut dire qu'en amont, les avocats, ils ont fait leur job aussi dans les orientations qui peuvent exister. Peut-être même qu'il y a eu des médiations qui ont échoué. Enfin, voilà, on est vraiment dans des situations familiales où là, c'est ankylosé, pour reprendre ton terme. Et toi, en tant que, alors je vais mettre des guillemets, expert, en tout cas, expert de la relation, tu viens, comment dire, remettre cette coparentalité, cette fonctionnalité dans cette coparentalité, ou dans cette parentalité. Essayer de mettre du lien. C'est ça. Et faire en sorte de mettre du tiers pour que l'enfant reste protégé aussi. Je pense que c'est ça qui est important aussi de dire, c'est qu'il soit aussi protégé de ce conflit-là pour se recentrer sur ses besoins. Donc, en fait, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être psychiatre, on n'est pas obligé d'être psychologue pour intervenir et être désigné en tant qu'expert collaboratif. C'est ça? Alors ça, c'est un vaste débat dans lequel je propose qu'on ne rentre pas ce soir. D'accord, on ne rentrera pas. Je mets les pieds dans le plat. En tout cas, il me semble, et je pense que c'est un avis qui est partagé par Marie-France et par Charlotte, que l'important, quand on est désigné comme expert dans une expertise de collaboration parentale, c'est qu'on ait une certaine capacité à aider les parties à dépasser leur conflit. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, parce qu'en général, ils n'ont pas de problème lié à l'exercice de leur parentalité en tant que telle, hein, ces personnes qu'on accompagne. C'est juste que le conflit est tellement important entre eux qu'ils ne savent plus comment être parents ensemble. Voilà. Ok. Alors, quel est ton rôle? Alors, c'est quoi mon rôle? Remettre du lien. Mais, tu vois, je suppose que tu les vois longtemps, souvent, sur la durée. Comment ça se met en place, le process? Tu es libre ou tu respectes la mission qui est donnée? Comment Alors, on est dans une expertise. Lorsque l'expertise collaborative est prévue dans un jugement, en général, ce que les magistrats font à Dinan, c'est qu'ils prennent contact avec l'expert pour fixer avec lui la première réunion d'installation. Ça permet d'accorder les agendas de tout le monde et de faciliter les choses. Donc, il y a une première réunion à laquelle sont conviés les parties et leurs avocats. Donc, on est en général 5 et on réexplique ce qu'est l'expertise collaborative. On s'assure qu'ils sont au bon endroit et qu'ils ont bien compris que l'idée, c'était de collaborer et qu'on attend d'eux, du coup, une mise au travail. Et les avocats plantent à tour de rôle le décor parce que l'expert, en général, il ne sait pas grand-chose. Le jugement, en général, n'est pas très explicite sur la situation. Et puis, on fixe le premier agenda pour commencer les travaux d'expertise. Ce que je fais toujours, en général, c'est que pour m'assurer de l'alliance avec chacun des parents, c'est que je leur dis, moi, je suis en réunion d'installation, l'idée, c'est pas que vous m'expliquiez ce que vous vivez et c'est pas de faire monter la mayonnaise. Donc, on aura un temps avec chacun d'entre vous pour ça. Et en général, ce que je fais, c'est 2 réunions avec chacun des parents seuls pour que je puisse comprendre comment ils vivent la situation. Je leur dis toujours, j'ai besoin de me mettre dans vos pantoufles et de mettre vos lunettes pour voir comment est-ce que vous vivez les choses. Évidemment qu'ils ont une vue fondamentalement différente
sur ce qui se passe. Et moi, j'ai besoin de comprendre ce qui fait qu'ils adoptent telle position, qu'est-ce qui fait qu'ils sont frileux, qu'est-ce qui fait qu'ils sont en colère contre l'autre parent. Et donc ça, pour moi, c'est hyper important. C'est par ça que je commence. Et puis, je reçois les enfants à tour de rôle et en général aussi 2 fois. Parce que la première fois, on les met en confiance et la deuxième fois, on se met vraiment à bosser sur ce qu'est leur besoin, ce qu'ils ont envie de partager, les conseils qu'ils auraient à me donner pour que je puisse les transmettre à leurs parents, enfin ce genre de choses. Et est-ce que tu les reçois avec les parents? Non, oui, après, pas au début. Pas au début. D'abord, Okay. Et puis en fonction des problématiques, je les reçois avec papa, je les reçois avec maman. Mais ça, c'est vraiment au cas par cas et en fonction de ce qui se passe et de ce qu'ils amènent. Alors, il faut savoir que quand je commence une expertise, je ne sais jamais comment est-ce que les choses vont. Bon, mon process, c'est 2 réunions de papa, 2 réunions avec maman, 2 réunions avec les enfants, et après, je vois. Je refais un calendrier parce qu'en fonction de ce que j'ai entendu, en fonction de ce qui me semble le plus urgent à travailler, je vais fixer soit les parents ensemble, soit un parent avec un des enfants. Enfin, voilà. On s'adapte. Il n'y a pas une recette toute faite qu'on applique de A à Z. On écoute ce que les parents ont à partager et on essaye, par la technique des petits pas, à apporter une solution après l'autre. Est-ce que, comme dans la coordination parentale, tu fixes un plan parental sur lequel les parents s'engageraient? Par exemple, moi, j'estime que papa ou le père aimerait pouvoir travailler, je sais pas, les échanges téléphoniques lorsque, par exemple, c'est un point qu'ils voudraient travailler. Est-ce que tu fais ce travail-là avec eux ou comme en coordination parentale ou pas? Alors, quand je les reçois chacun séparément, je leur demande quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qui est le plus difficile pour eux et qu'est-ce qu'ils aimeraient travailler. Mais il se fait qu'au fur et à mesure des séances, on se rend compte que les problématiques changent. Je ne sais jamais préparer ma séance à l'avance parce que les gens, ils vivent entre 2 séances. Ils ont une vie. Et donc, il s'est passé des choses dans leur vie. Et donc, parfois, il y a des points qui étaient à l'ordre du jour et qui ne sont pas abordés parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a d'autres circonstances ou d'autres choses à travailler. Et donc, oui, on a une ligne de conduite et les avocats, quand ils sont venus à la réunion d'installation, ils ont souvent mis en exergue ce qu'il y avait à travailler, mais on fait avec, c'est de l'humain, donc on fait avec ce qui vient au moment où ça vient. Okay. Et donc oui, moi j'aimerais bien avoir un cadre à suivre, mais je me rends compte de plus en plus souvent que en fait, en tout cas, ce que moi j'aimerais peut-être par moment pouvoir planifier, ça ne fonctionne pas et donc je travaille avec ce qui vient. Et parfois, il y a des miracles. Peut-être que après, je ne sais pas, dans les échanges, parce que là, on est sur les premières réunions d'installation. Charlotte, est-ce que toi, tu arrives déjà et tu as déjà travaillé en amont avec ton client sur des objectifs qu'il aimerait travailler et qui posent problème dans sa parentalité? Non, ça, je ne vais pas jusque-là parce que c'est prématuré. En réalité, moi, ce que je souhaite juste, c'est lui présenter l'outil, obtenir son accord et effectivement, j'insiste sur le fait que ça sera un véritable travail. Donc, c'est pas juste simplement répondre à un rendez-vous, être respectueux, se présenter, écouter, partir. Non, c'est un travail de fond. Et donc, ça va être difficile. Ça prendra le temps que ça doit prendre. Ça, je pense qu'il faut être tout à fait honnête avec le client et c'est notre rôle. Après, je ne veux pas aller plus loin parce que je trouve qu'il faut laisser place justement à la spontanéité. Parce qu'à un moment donné, en fonction de l'état de la personne lors du rendez-vous chez l'expert, en fonction de ce qu'il a vécu entre 2 séances, il y aura d'autres choses qui vont venir. Donc ça, moi, d'ailleurs, je me retire à un moment donné du processus, sachant que à n'importe quel moment, le client peut revenir vers moi, on peut fixer une consultation et on peut débriefer. Mais je ne vais pas plus loin, je laisse le travail se faire, sinon je risquerais de mettre à mal. Okay. Donc, ça veut dire qu'à la réunion d'installation, tu es là? Oui, et c'est tout après. Ouais. Tu es là? Pas tout à fait. Hein. Donc,
je suis là à la réunion d'installation, puis je me retire pour laisser place au travail. Cependant, je suis informée par le client s'il le souhaite. Je suis informée des rapports intermédiaires ou d'évaluation, peu importe comment on appelle ça, qui sont également rendus au fur et à mesure. Et au besoin, je peux moi-même rentrer en contact avec l'expert ou l'expert peut rentrer en contact avec moi et solliciter une réunion partie et avocat. Et ça, il n'y a pas de souci. On a son agence des agendas, on fixe un moment et on débriefe ensemble. Ok. Tu disais, Véronique, pas vraiment. Je suppose qu'il y a certains avocats qui ne doivent pas venir et qui te laissent cette. Non. Je pense que, en fait, les pratiques sont différentes et variées. Comme Charlotte l'explique, c'est que parfois, on se retrouve face à une difficulté dans le cadre de l'expertise et alors on peut demander une réunion avocat et partie pour que les avocats nous aident à débloquer la situation. Parce que il y a dans certaines situations. L'exemple typique qui me vient en tête, c'est que voilà, il y a un conflit parental, et puis on se rend compte au fur et à mesure qu'en fait, ce conflit parental, il est en grande partie alimenté par le fait que le financier n'est pas réglé. Mais moi, c'est typiquement le genre de situation où je dis aux avocats, revenez un petit peu, est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver une solution, ne fût-ce que temporaire sur le financier, parce que moi, ça me plombe tout l'aspect relationnel et ça ne va pas. Parce que ça, c'est vraiment moi un problème que je rencontre souvent, c'est que en coordination parentale, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça en France, mais en tout cas au Québec, la coordination parentale intervient quand il y a un jugement définitif, c'est-à-dire quand on a réglé l'ensemble des points juridiques, en ce compris le financier. En expertise collaborative, ce n'est pas le cas. Parfois, on est désigné en expertise collaborative et le financier est toujours pendant. Mais quand le financier prend une place très, très importante dans le conflit, on sait que si on retrouve une certaine stabilité au niveau relationnel, mais que 2 mois plus tard, on va discuter du financier, ça risque de repartir de plus belle, quoi. Donc, c'est quelque chose à garder en tête et essayer de... Alors, j'aurais ajusté le propos sur la coordination parentale, mais on va pas noyer ou perdre nos participants en fonction des différentes process qui peuvent exister un peu au Canada, en France ou en Belgique, parce que vraiment, ça reste quand même du travail d'orfèvre qui est fait dans chaque pays en fonction de leur système et des ajustements. Donc, ce que je comprends pour toi, c'est qu'il y a des moments où il y a cette collaboration qui est faite avec les avocats quand tu trouves qu'il y a un point que eux pourraient régler et qui pourrait t'aider à travailler en fait et à continuer à travailler dans la relation et la parentalité et de cette coparentalité. Oui. Juste, je fais une petite parenthèse parce que j'aimerais bien, Marie-France, toi, quand tu désignes, quand tu vas chercher l'accord et que tu désignes, est-ce que dans la mission, tu vois des choses où tu demandes à ce que certaines choses soient travaillées par les parents ou pas du tout? Mais la mission est assez globale, ce qui permet à l'expert de travailler des points spécifiques si il se rend compte qu'il y a des points spécifiques à travailler, mais ça m'arrive de temps en temps, sur base des échanges qu'on a à l'audience, que j'adapte un petit peu la mission dans certains dossiers, oui. Mais disons que c'est vrai que la mission est très large. C'est vrai que c'est une mission d'accompagnement et elle permet effectivement de rééquilibrer, moi j'aimais bien ce terme-là utilisé par Benoît, elle permet de rééquilibrer les relations père, mère, enfant en fait. Et donc, il y a un déséquilibre au sein de la famille suite à la séparation et on essaie de rééquilibrer. Mais c'est vrai que ça dépend aussi des demandes, puisque effectivement les avocats peuvent faire des demandes tout à fait spécifiques et aller en expertise collaborative uniquement pour certains points, effectivement. Ok, merci. Alors, on reprend donc Véronique, réunion d'installation. Tu vois les enfants. Et ensuite, tu fais en fonction
des difficultés et des parents, et les rapports intermédiaires, du coup, te servent à quoi, en fait? À quoi sert un rapport intermédiaire? Le rapport intermédiaire, ça sert à informer le magistrat de comment se déroule l'expertise collaborative, mais ça sert aussi, par rapport aux parents, à faire un point de la situation et de voir quelles sont les avancées. Je trouve ça c'est important pour des gens qui sont en conflit, à qui on a demandé de faire un travail par rapport à leur posture de parents ou de coparents, de se rendre compte des avancées qu'ils ont quand même déjà pu engranger, quoi. Donc, et ça, voilà, ça c'est aussi un des objectifs du rapport. Et puis c'est aussi tenir les avocats au courant de comment ça se passe et de ce qui reste éventuellement compliqué à travailler. Et donc, au fil de l'eau, en fonction de ces rapports, à un moment donné, il y a une fin de mission. Alors oui, l'idée quand même d'une expertise collaborative, c'est de parvenir au bout du compte à dégager un accord. Moi, j'estime qu'une expertise collaborative est réussie quand au bout du compte, on a réussi avec les parents à dégager un accord qui convient à tout le monde, c'est-à-dire qui réponde aux besoins des parents et des enfants. Et donc, à ce moment-là, un rapport préliminaire est déposé et puis un rapport définitif présenté au juge qui amène du coup à une homologation de l'accord qui pourrait être intervenu. C'est ça? Ou à une partie de l'accord, parce qu'en expertise collaborative, on ne règle pas l'ensemble des points qui sont peut-être à régler, mais en tout cas, on essaye de dégager un maximum de points d'accord pour que le magistrat puisse les acter ensuite ou les confirmer dans un jugement. Et ça t'est arrivé d'être dans des situations où la collaboration n'a pas fonctionné, voire même tu sens des difficultés pour l'enfant et que la rupture s'amorce et comment toi tu clôtures, tu vois, dans ton rapport avec les parties, est-ce que c'est crispant? Alors, comme le disait Marie-France, l'idée c'est de ne pas stigmatiser, parce qu'en stigmatisant, on rajoute du conflit là où il y en a déjà suffisamment. Et donc, l'idée vraiment, c'est de pouvoir rendre compte de ce que j'ai observé, sans émettre nécessairement de jugement, parce que moi j'estime que c'est le magistrat après qui va sur base du rapport être amené à prendre une décision. Moi j'ai une position finalement assez confortable. J'essaie de dégager un accord et si c'est pas possible, j'explique les raisons pour lesquelles on n'a pas pu en dégager et je donne mon avis sur ce qui a éventuellement manqué et sur ce que je pense qu'il aurait fallu faire. Et puis après, c'est le magistrat qui tranche. Et est-ce que ça vous... Enfin, je voulais raccrocher, j'avais l'intention, me venait l'idée, pardon, je suis confuse dans mes propos, excusez-moi. Je pensais à la médiation par le fer de Bimarik, avec laquelle avec laquelle j'ai pu échanger et qui est vraiment là dans des situations de rupture de lien, de ce que j'ai compris. L'idée que j'avais en tête, c'était peut-être que si toi, dans le cadre de l'expertise collaborative, tu arrivais à un point de sensibilité où tu sentais que l'enfant était vraiment en rejet, tu pouvais peut-être proposer d'autres réorientations, où tu fais juste un constat de la situation. Ça fait partie de la mission de suggérer. Ça fait partie de la mission de suggérer des pistes de solutions par rapport à une situation de blocage. Ok, d'accord. Donc, réorienter sur une médiation par le fer, par exemple, ça pourrait être une piste que tu pourrais proposer, par exemple. Ça pourrait. Ok. Donc, on voit vraiment la porosité en fait entre tous les processus et l'idée étant toujours d'aider dans l'enfant en fait et prendre des décisions dans son intérêt et en fonction des situations et du contexte.
Mais c'est-à-dire que l'idée vraiment, c'est que l'enfant puisse exprimer quels sont ses besoins, ce qui ne va pas, et puis travailler par rapport à ce qu'il a pu exprimer. On ne se borne pas à faire des constats, on essaye d'amener les parents à être créatifs et à trouver des solutions pour être au plus près possible des besoins exprimés par leurs enfants. Et dans ta collaboration avec le magistrat, du coup, comment ça fonctionne? Est-ce que parfois vous avez des échanges hormis dans les rapports intermédiaires, ou ça reste très protocolé dans le cadre d'une expertise, respect du contradictoire, et donc il n'y a pas d'échange particulier avec le magistrat? En général, le magistrat est tenu au courant de l'évolution via les rapports. Il y a le principe du contradictoire, et donc l'idée, c'est que les choses soient faites de la manière la plus transparente possible. Ok. Alors, merci pour ce partage. Si on devait fixer les conditions d'efficacité, quelle serait la liste? C'est voilà, l'expertise collaborative, la liste des conditions de l'efficacité de cette expertise, ce serait quoi? On va faire un brainstorming. Ouais. La volonté, enfin vraiment l'engagement des parents vers un objectif. L'engagement des parents. Ouais. Et tu dois sûrement réengager à chaque fois. De différentes manières. Et ça, quand on rencontre une difficulté dans le cadre de l'expertise, c'est effectivement quelque chose à questionner. Est-ce que vous êtes toujours OK d'essayer de trouver des solutions Et c'est pour ça que Marie-France parlait de recadrage parfois. Je suppose que dans les recadrages, on va rechercher l'engagement. Le recadrage peut se faire avec les avocats et aussi le magistrat, si avec les avocats, ça ne marche toujours pas, quoi. Mais j'en ai très peu fait récemment, donc je pense que les avocats, de plus en plus, recadrent bien leurs clients. Mais je pense que, comme tu as dit tout à l'heure, il y a l'impulsion de l'avocat au départ et l'impulsion du juge à l'audience. Parce qu'effectivement, parfois, la situation, c'est l'avocat a un accord, un petit accord, mais le juge doit aussi inciter les parties. Parfois, l'avocat n'a pas préalablement travaillé en amont. Et donc, effectivement, le juge a une impulsion à donner en disant, mais on ne va pas y arriver comme ça. Ce n'est pas parce que moi, je vais décider que mon jugement sera respecté. Surtout que ça fait 4 mois que madame ne voit plus son fils ou vice-versa. Donc, on sait qu'il faut travailler, qu'il y a des difficultés qu'il faudra travailler. Donc, l'impulsion et l'autorité du magistrat aussi à l'audience peuvent jouer un rôle, même si on doit obtenir la collaboration. Ça, je trouve. Et alors, le fait que, même si le contradictoire est important, le fait de travailler ensemble avec les avocats, parce qu'à l'audience, on travaille ensemble, et qu'on connaît les experts, on fait quand même des réunions, et ça, je crois que c'est important, on fait des réunions entre juges et experts. Et ça, c'est très important, parce que tous les juges connaissent tous les experts, savent comment ils travaillent, et puis on discute ensemble des difficultés vécues dans le cadre des expertises ou dans la manière dont parfois les juges amènent les dossiers. C'est vrai qu'on peut être très court, et ça, Véronique l'a repris dans l'exposé des motifs pour lesquels on envoie les parties en expertise, parce que, de nouveau, le juge veut qu'on travaille et ne veut pas mettre le doigt sur les causes de cette situation ou le fautif plutôt aussi. Et donc, tu dois ressentir quand même beaucoup de frustration parfois. Vous devrez, je suppose que ça doit, comment dire, vous devez assez régulièrement travailler avec la frustration des gens, non? C'est pas lui, c'est pas moi, c'est lui, comme un peu en cours d'école, mais c'est lui qui est responsable, c'est pas moi. Je pense que vous devez. Oui, mais ça ils essayent au début, et puis on leur dit, OK, c'est peut-être mais qu'est-ce que vous allez faire vous pour inverser la tendance, et on les prend avec.
Moi, je pense que vraiment, il y a une manière de parler aux gens qui va faire qu'ils vont être motivés à bosser. Pour autant qu'ils sont vraiment dans une idée de bosser. Hein. Oui. Mais par rapport aux conditions d'efficacité, moi, ce que je pense qui est aussi hyper important, c'est la confiance que l'expert, les avocats, le magistrat ont les uns dans les autres, parce qu'on sait que s'il y a une situation de blocage et qu'on va on travaille tous, c'est comme le modèle de consensus, on travaille tous vers le même objectif, qui n'est pas de stigmatiser les gens, mais de trouver des solutions. Et donc, moi, je sais, en fonction des avocats qui interviennent dans les dossiers pour lesquels je suis désignée, si ça va aller ou si ça ne va pas aller, parce qu'on se connaît, on sait comment on a, quel est notre objectif et dans quelle est la visée de notre travail, et je pense que ça aide vraiment beaucoup. Alors, juste pour les participants, n'hésitez pas à partager vos questions, puisqu'on y répondra tout à l'heure à la fin de l'émission. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions. J'en prendrai connaissance et je pourrai les présenter à nos invités qui y répondront avec joie. Donc, c'est vrai que la confiance, je crois que c'est aussi le socle. Et le fait que chacun puisse se faire confiance en tant que professionnel, c'est aussi le socle de l'efficacité. Bien entendu, l'engagement des parents et l'agilité, en fait, du coup, de tous les intervenants à les aider à se réengager au long cours. Parce que je suppose que ça dure longtemps, une expertise collaborative. Combien de temps, en fait Ça dépend, c'est vraiment très variable, mais ce qui, je pense, est aussi un gage d'efficacité, c'est ce que Marie-France expliquait, c'est qu'il y a des audiences de suivi régulières. Et donc, ça permet de cadencer l'expertise et de se donner des mini-objectifs, peut-être, d'audience en audience, pour marquer la progression. Ça, je crois que c'est vraiment... Parce que un dossier où on est désigné en expertise et puis renvoyé au rôle, moi, je trouve que ça ne donne pas d'impulsion, ça n'incite pas. Ça a l'air très bête, hein, mais ça incite peut-être moins. Oui. En fait, vous travaillez, vous êtes des chefs de projet. C'est-à-dire c'est vraiment simple. Tu vois, tu as un objectif. Bon, alors dans un mois, on se revoit. T'en es où ton objectif? Alors, les points forts, les points d'amélioration, et on continue. Mais c'est du coaching, hein. C'est clairement du coaching. Ouais. Tout à fait. Et on a besoin, en tant qu'avocat, des audiences successives, ça c'est clair. Parce que voilà, et on veut montrer aux clients qu'on le soutient dans tout ce travail. Et donc, ces audiences sont indispensables, ça c'est sûr. Donc on est vraiment dans on pourra faire le constat qu'ils ont réellement travaillé ou pas, et donc c'est un peu stressant pour le client de dire oh là là, il est temps que je m'y mette aussi. Je vais m'y mettre parce que je vais me faire gronder. Parfois, oui. Mais ça, c'est l'avantage de l'expertise collaborative par rapport à la médiation, c'est qu'il y a cette espèce de bâton du magistrat qui risque de tomber à un moment donné, et donc il n'y a rien à faire. Hein. C'est un incitant. Moi, j'aime bien l'expression de guidance parentale sous mandat judiciaire. Hein. J'ai l'impression d'être... Je trouve que c'est vraiment parlant, en fait. Comme... Oui, mais avec quand même une notion de gestion de conflit, parce que la guidance parentale... Tu as raison. Parce que il n'y a pas cette... Il n'y a pas cette dimension de haut conflit, en fait, qui est... bon, alors, je dirais plutôt une guidance coparentale sous mandat judiciaire. Donc, on a vu l'engagement à réengager des parents. De toute façon, tout par deux, hein, donc c'est sûr. La confiance, tout l'intérêt. J'ai une participante qui disait c'est aussi l'interdisciplinarité, c'est la clé. En effet, vraiment, c'est ce travail en collaboration avec 3 acteurs qui ont des postures et des postes différents. C'est ça qui est aussi très intéressant et très cadrant. La confiance, donc, après, je suppose la qualité d'écoute aussi, ça repose quand même sur toi, Véronique. Mais c'est l'alliance, en fait.
s'il n'y a pas de C'est l'alliance. confiance entre eux et moi, ça ne va pas fonctionner. Donc, la première chose qu'il faut que je m'assure d'avoir, c'est la confiance des personnes. Bon, parfois, c'est compliqué. Oui, je me doute. L'alliance. C'est un bon mot, l'alliance. Tu vois, je trouve que c'est avec les parents, ça reste quand même parce que ça va au-delà de la confiance, je trouve. Tu vois, il y a une notion de lien, de travail ensemble en fait, qui est beaucoup plus fort que juste la confiance en fait. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Comme ça, on en a brainstormé, mais Sylvie, moi, ce que j'allais dire, c'est que dans des situations où je suis très inquiète, où à l'audience, je vois des choses vraiment qui me font peur, et là, ça m'est déjà arrivé de prendre mon téléphone et téléphoner à l'expert en disant, ben voilà, je ne vais pas écrire ce que je dis là, parce qu'effectivement, c'est pas dans l'intérêt de personne, parce qu'il va falloir travailler. Mais là, de ce que je vois, je me demande s'il n'y a pas ceci ou cela, ou si l'enfant n'est pas en danger dans son milieu de vie. Et donc, ça vaut la peine quand même de partager son ressenti dans certaines situations sans qu'on alarme trop dans les écrits, parce que les écrits, ça bloque. Ça va bloquer aussi un travail qui va se faire, et la confiance avec l'expert est importante, mais bon, il y a des dossiers où effectivement, déjà à l'audience, on se dit, oui, ça va être compliqué. Et on est quand même responsable, enfin le magistrat est responsable aussi des suites, de ce qui arrivera aux enfants. On oublie, mais la responsabilité d'un juge aux affaires familiales est excessivement lourde. Et quand on voit des choses déjà à peine à une audience, parce que ça arrive qu'à une seule audience, on se dit, ouh là là, monsieur, il a l'air vraiment grave, par exemple, au point qu'on a peur pour la vie de l'enfant, ça c'est même déjà arrivé. Donc il faut partager des choses comme ça. Oui. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que tu laisses aussi beaucoup de place à la parole des parents dans tes audiences. Ah oui, mais c'est important parce que… Ce qui n'est pas forcément le cas en France, même si, tu vois, mais c'est surtout la première audience, hein, c'est surtout, pour moi, la dynamique doit être déjà comprise ou partiellement comprise lors de la première audience. Sinon, je ne sais pas quel outil utiliser. Comment veux-tu que je choisisse le bon outil? Bien sûr, je suis éclairée par les avocats, certains n'éclairent pas toujours très bien, mais parce que voilà, il y a des avocats qui n'ont pas rencontré leurs clients avant l'audience, hein, ça arrive. Hein. Ils le rencontrent juste avant l'audience, ils n'ont pas eu le temps, parfois ils n'ont pas eu le temps parce que les délais sont courts, donc il faut être vigilant, il faut rester vigilant. Et c'est vrai qu'en interrogeant les parents eux-mêmes, on voit beaucoup plus clair. Hein, c'est sûr. Nous, nos audiences, alors dans des dossiers très complexes, nous sommes alors sur Lyon, c'est pas le cas dans toutes les juridictions. Je veux pas faire je veux pas stigmatiser, et ça reste quand même un gros problème dans nos audiences familiales que de laisser la place à la parole des parties, parce que nos audiences sont très chargées, il y a des rythmes à respecter, et c'est parfois très difficile pour eux de laisser les parties s'exprimer. Donc nous, on est vraiment, si tu veux, les dernières audiences que j'ai pu faire, c'est sûr que les parties n'ont pas été entendues. Il y a énormément de tensions avec les magistrats, en tout cas dans certaines juridictions. On plaide un dossier. Donc on plaide sur des pièces, on plaide sur des preuves, on plaide des attestations. Donc c'est vrai que on est en complète rupture quand vous évoquez le système Adinan, notamment, comment fonctionnent ces audiences, et notamment avec l'expertise collaborative. Il y a un gap énorme entre comment les choses se passent en France et en Belgique, surtout qu'en plus, vous avez le modèle du consensus parental en place. Donc, mais la parole, c'est ce qui t'aide aussi à pouvoir bien orienter, c'est d'écouter en fait les gens, parce que tu peux mieux cerner
quand même, avec aussi toutes tes compétences également, te cerner quelle orientation serait le plus adaptée pour l'enfant. Parce qu'en effet, notre responsabilité, et je crois qu'on ne le dit pas assez, elle est entière, qu'on soit avocat, expert ou juge, encore plus juge, je dois dire, parce qu'il y a des drames dans des décisions qui peuvent aussi qui peuvent arriver sur des décisions qui sont prises. Donc, c'est extrêmement lourd, en fait. Donc, toutes ces innovations, bah, ça donne beaucoup plus de souplesse. Cette interdisciplinarité apporte beaucoup plus d'entraide, en fait, dans la compréhension et dans la construction de cette coparentalité. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Je peux passer peut-être aux questions par rapport aux conditions d'efficacité. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Je vais me permettre de continuer. Ça vous convient? Je vais juste, avant de partir aux questions, je voulais vous montrer un exemple de mission. Donc, c'est vraiment la mission que j'ai tirée de la revue trimestrielle de droit familial de 2011 de Myriam Hamptin. C'est comme ça qu'on dit? De Hamptin. De Hamptin, pardon. De conseillère à la Cour d'appel de Bruxelles. Et vraiment, c'est la mission que j'ai tirée de la revue. Comme ça vous permet pour les participants de voir comment est désignée et la mission qui aura été fixée, d'explorer par un travail d'encadrement, de rencontre père-enfant les pistes possibles pour renforcer, voire normaliser le lien, apprécier librement l'organisation des opérations d'expertise, fournir une analyse contextuelle de la position subjective de l'enfant, de la relation entre les parties et la relation existant actuellement entre l'enfant et chacun de ses parents, les dynamiques interpersonnelles, rechercher les moyens éventuellement extérieurs à la famille, de type thérapeutique ou autre, qui peuvent être mis en place pour aider l'enfant à retrouver un lien satisfaisant, informer la Cour, donc là c'est ce qu'on disait, des brefs rapports intermédiaires, déposer un rapport préliminaire, concilier les parties si possible sur ces questions, si nécessaire donner un avis aux parties. Voilà. Donc, on est vraiment sur une mission d'expertise avec une mission particulière. C'est ça qui était intéressant de montrer. Et pourquoi? Parce que je trouve qu'en France, ce serait plus facile et plus simple de pouvoir leur donner dans certaines situations, si tant est qu'on ait les experts et le réseau qui se mettent en place pour pouvoir conduire ces expertises dans ces cadres-là. Donc là, je vais vous passer à vos questions. Donc, elles sont nombreuses. Donc, je vais partir sur une première question. Le coût. C'est quoi le coût d'une expertise collaborative? Parlons argent. Alors, le coût est fixé chez nous par arrêté royal. Et donc, on est, je pense, à 86,79 € de l'heure. Combien tu dis? Pardon, je n'ai pas entendu, excuse-moi. 86,79 € de l'heure, fixé par arrêté royal. Ok, donc voilà. Et en fonction du temps, du nombre de mois, enfin voilà. Et les rapports, toi, tu factures, Charlotte, une mission pour l'expertise ou pas du tout? Puisque comme tu te sors du dossier, ou après, c'est en fonction de la consultation? Moi, ça se limite à l'introduction du dossier devant le tribunal, puisque automatiquement, d'abord, il y aura ma première consultation, puis il y aura l'audience d'introduction devant le tribunal de la famille, où justement, de commun accord avec mon adversaire, on sollicitera auprès du tribunal la désignation d'un expert. Et ensuite, je vais effectivement facturer mon assistance à la première réunion qui s'appelle la réunion d'installation, comme Véronique a pu l'expliquer tout à l'heure. Et ensuite, normalement, ça se limite à ça, jusqu'aux étapes où je recevrai à nouveau le client ou la cliente en consultation pour débriefer par rapport au rapport intermédiaire et l'audience finale. Donc, c'est vraiment, je ne facture qu'en fait ma prestation, que ce soit l'audience ou en rendez-vous, mais ça se limite à ça. Ok. Merci. Alors, une autre question. À quel rythme les dossiers sont rappelés en audience pour le suivi de l'expertise collaborative? C'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas abordé, une question du rythme. Ça dépend de l'encombrement du rôle, c'est-à-dire que, par exemple, le moment
a dit non, pour le moment, le rôle est encombré parce on est juge de la jeunesse aussi, une de mes collègues et moi. On a augmenté notre charge de travail à la jeunesse. On n'a pas ouvert une nouvelle chambre. Moi, je suis chef de section, je demande l'ouverture d'une nouvelle chambre. Et donc, alors que ça pouvait aller très, très vite avant d'avoir une date relais, c'est une date où on ne va pas nécessairement plaider, mais on va peut-être déposer un accord pour élargir les temps de modaliser les rencontres de l'enfant avec le parent avec lequel il y avait une rupture, par exemple. Et en tout cas, une date relais, ça permet effectivement de surveiller un petit peu l'évolution de l'expertise. Et puis, les parties peuvent dire, ah, ben, on arrive en fin d'expertise, on pourrait avoir une date de plaidoirie pour la prochaine audience. Donc, en fait, les dates relais, on sait avoir plus facilement une date relais, puisque c'est une minute ou deux où on discute rapidement. Mais alors, une date de plaidoirie, ça, ici, pour le moment, c'est devenu long. C'est devenu très, très long. Mais ce qui est important, c'est quand même qu'on tous les 3, moi, je disais au départ, 3-4 mois, en tout cas, à partir du moment où on a la première audience, il vient d'avoir une date dans les 4 mois pour avoir déjà un rapport intermédiaire dans les 4 premiers mois. C'est ce que c'est mon but, c'est de fixer enfin, ce serait l'idée. Dans ce timing-là. Ouais. C'est l'idéal pour les avocats aussi. Une autre question. Est-ce que l'expertise peut continuer s'il y a des accusations de violence physique, verbale, psychologique ? En France, toute accusation de violence réelle ou inventée permet de mettre fin à la médiation pour la partie qui n'en veut pas, sans preuve de l'existence ou non de ces violences. Alors, comment vous faites s'il y a des éléments ou des accusations ? Mais déjà, les accusations, elles peuvent exister au départ parce que en fait, normalement, les parties sont séparées, il n'y a normalement plus des contacts entre les parents ou très peu, ou alors il y a une bagarre ça peut arriver, on a parfois des bagarres lorsque les parents vont rechercher les enfants, ça arrive. Mais au départ, on connaît la situation, on sait s'il y a une plainte pour violence ou pas. Donc là, c'est les avocats qui prennent leurs responsabilités en disant nous, on voudrait quand même qu'on travaille avec un expert. Ça, c'est quelque part, ça ne dépend pas de moi. De toute façon, c'est pas nécessairement. Je me rappelle un beau dossier où c'était un couple mixte, c'est-à-dire que madame était japonaise et elle se plaignait de violence, mais l'avocate de monsieur avait dit, bon, monsieur, c'est pas qu'il tape madame, mais il lance des assiettes. Et pour madame, voilà, c'est déjà très impressionnant, il casse tout. On était partis, elle s'était réfugiée, effectivement, dans un refuge pour femmes battues. Et donc, l'avocate de monsieur avait dit, il ne savait même pas où était son enfant, etc. Et donc, avait demandé une expertise collaborative. Et à l'époque, le conseil de madame trouvait que c'était bien de travailler avec une experte. Et c'est un dossier avec lequel j'ai eu un accord à la fin de l'expertise. Et donc, on peut travailler du moment que ce n'est pas de la violence, je dirais, structurelle, de la violence très forte. Enfin, voilà, j'ai donné un exemple. C'est sûr que comme tu as toute la difficulté, ça va être de savoir comment tu peux travailler. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être Véronique, je ne sais pas si tu t'es retrouvée dans des situations où il y a de l'emprise. Oui, c'est ça, il n'y avait pas d'emprise. S'il y a de l'emprise, la collaboration n'est pas possible. C'est ça, donc, il n'y a pas possible. Et ça peut peut-être parfois se constater dans le cadre de l'expertise. Je peux très bien dire, on est dans un phénomène d'emprise et l'expertise va s'arrêter là parce qu'il n'y a pas moyen de dégager des solutions. Mais ça permet d'avancer, ça permet que le magistrat oui, bien sûr. se rende compte que l'expertise collaborative, c'est déjà faire un pas que de pouvoir se rendre compte qu'on est dans ce genre de phénomène et donc nommer la chose. Dans la résolution. Oui, bien sûr. Tout à fait.
Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Et puis, on va arriver sur la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. C'était très riche. Vraiment, j'ai eu plaisir à me plonger dans l'expertise collaborative, même si j'ai pas pu trouver beaucoup de choses. Mais merci, Marie-France, de m'avoir partagé cette revue. Ça m'a permis de bien comprendre le mécanisme. Je vous avais préparé, et pour ceux qui sont intéressés, alors normalement, chaque fois dans mes lives, je vous dis flasher, c'est super, il y a un flyer. Là, on va se réajuster sur certains termes pour être au plus juste sur la présentation d'expertise collaborative. Je vous mettrai à disposition, n'hésitez pas à commenter. Vous laissez un commentaire en disant je serai intéressée pour le flyer, vous commentez le flyer. Je voulais vous donner 2-3 informations. La première, c'est que nous avons un super colloque qui est organisé à Privas sur le consensus parental. Donc, j'en fais un peu la promotion puisque nous avons j'ai Francine, Madame Française, pardon, qui a magistrat là-bas sur Priva, qui a mis en place la méthode de consensus parental soutenue par Joëline Rose, une consoeur, et nous avons un colloque qui est organisé le 4 juillet à Priva. Donc, vraiment, participez, allez-y, moi j'y serai. J'aurai grand plaisir à retrouver beaucoup de monde que je connais là-bas. Et puis, je vous annonce aussi que voilà, ces premiers temps, ce premier semestre m'a permis de diffuser beaucoup d'informations sur d'autres méthodes innovantes qui peuvent exister un peu partout. Je n'ai pas fait encore la Suisse, mais ça ne saurait tarder. J'avais envie de monter un groupe interdisciplinaire. Donc voilà, je lance le groupe, la création du groupe. Donc on a une soirée de lancement pour le 10 juillet à Lyon. Donc ce sera un groupe familialiste, pluridisciplinaire, interdisciplinaire que je lance en France, à Lyon. Donc médiateur, coach, psychologue, éducateur, travailleur social, magistrat, voilà. Tous ceux qui sont là pour accompagner les familles, je vous invite à cette soirée le 10 juillet pour qu'on puisse échanger ensemble et voir comment nous pouvons créer une autre forme de justice familiale en France, avec tout ce qu'on a pu déjà développer, et on a un foisonnement là aujourd'hui sur lequel on peut s'appuyer. Puis l'expérience aussi de la Belgique qui me paraît très, très intéressante, sur lequel on peut s'appuyer beaucoup plus facilement pour pouvoir développer d'autres pratiques pour soutenir des situations familiales à situation de haut conflit. Donc, si vous êtes intéressé, commentez, laissez un commentaire pour la soirée. Je vous enverrai le lien pour l'invitation. Et puis, je vous souhaite un bel été à tous, puisque ce sera la dernière émission de ce semestre. Merci beaucoup aux intervenantes. Merci beaucoup de votre temps, de vos partages. Merci. Vous avez beaucoup de remerciements des participants. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, c'était respirant pour la JAF que je suis. Donc, voyez-vous, vous avez amené un moment de respiration. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir été présent. Je reviendrai à partir de septembre avec d'autres émissions, d'autres interventions et d'autres intervenants de qualité. Je vous souhaite un très bel été. Au revoir.